Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre grande exploration. Pour recontextualiser vite fait, la dernière fois, on a bien posé les bases sur l'importance de distinguer ce qui est vraiment vital de ce qui est juste, eh bien, trivial. Ouais, c'était vraiment une étape cruciale pour la suite. Carrément. Mais aujourd'hui, on s'attaque à la mission principale de cette session. On va se concentrer sur le fondement même de cette philosophie, c'est-à-dire le pouvoir invincible du choix. Parce que sans cette prise de conscience, c'est simple, on ne peut pas avancer. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. J'ai une analogie en tête. Pourquoi est-ce qu'on a si souvent l'impression d'être sur un tapis roulant d'aéroport? Ah, le tapis roulant, c'est une excellente image. Pas ce que je veux dire. On avance passivement, on suit la foule, dans la même direction que tout le monde, mais sans jamais vraiment décider consciemment de notre destination finale. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on fait une erreur fondamentale. On confond très souvent le fait d'avoir des options avec l'action réelle de choisir. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et l'auteur raconte une anecdote parfaite là-dessus. Ça se passe quand il était en première année d'études de droit en Angleterre. Ah oui, l'histoire où il est sous l'eau en permanence. Exactement. Il passait toutes ses journées plongées dans des manuels juridiques super arides et ses nuits à lire des ouvrages de management et de stratégie d'entreprise. Et le pire, c'est que pendant le peu de temps libre qui lui restait, il écrivait. Voilà. Et son but avoué, c'était de garder absolument toutes ses options ouvertes. Avocat, consultant, écrivain, bref, il voulait tout faire. C'est ça. Jusqu'au point de bascule. Un jour, au crépuscule, il se retrouve dans le hall d'un immeuble de bureau. Il prend une feuille de papier, c'est bien ça, hein? Oui, il se pose et il fait un brainstorming de 20 minutes avec lui-même sur ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Et le résultat est juste dingue. Ouais, le résultat marquant de cet exercice, c'est que le droit n'était même pas sur la liste, nulle part. C'est fou de se dire qu'il passait ses journées dessus. Si on relie cela à une perspective plus large, ça nous montre un truc essentiel. Il a compris qu'en refusant de choisir de quitter le droit, eh bien, il choisissait d'y rester par défaut. Ah ouais, c'est brutal dit comme ça. C'est une vérité très dure à avaler. Quand nous abandonnons notre capacité à choisir, consciemment je veux dire, quelqu'un ou quelque chose d'autre prend cette décision à notre place. Attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, je vais faire l'avocat du diable, mais dans notre société, garder ces options ouvertes, c'est quand même perçu comme la stratégie la plus intelligente, non? C'est le discours ambiant, oui. Bah oui, c'est comme avoir genre 50 onglets ouverts sur son navigateur web, juste au cas où. C'est rassurant. Pourquoi est-ce que cette sagesse populaire serait en réalité un piège toxique? En fait, pour répondre à ça, il faut clarifier une nuance cruciale. C'est la distinction entre une option et un choix. D'accord, dis-moi en plus. Les options, ce sont des choses. Ce sont des éléments extérieurs. Et parce que ce sont des choses, elles peuvent nous être retirées. Une crise économique, par exemple, peut détruire une option. Ok, je te suis. Et le choix alors? Le choix, ce n'est pas une chose, c'est une action. C'est la manifestation pure de notre libre arbitre. Donc, ça vient de l'intérieur. Exactement. Ce pouvoir intérieur, on ne peut pas te le voler, on ne peut pas te le donner non plus. En fait, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'il peut être oublié. Oublié. Ah, c'est fort ça. Il y a une citation du psychologue William James qui résume ça parfaitement. Il dit « Mon premier acte de libre arbitre sera de croire au libre arbitre Ah ouais, c'est profond. Il faut d'abord y croire pour l'exercer. ». C'est le point de départ absolu. Et c'est ce qui amène le changement de vocabulaire fondamental qu'on aborde dans cette étape. Le fameux glissement sémantique. Voilà. Le réflexe commun qu'on entend tous les jours, c'est de dire « je dois le faire Genre, je dois aller à cette réunion, je dois répondre à ce mail. ». C'est ça. Et dire « je dois » sur le plan psychologique, ça équivaut à renoncer à son droit de choisir. L'approche essentialiste, en revanche, remplace systématiquement cela par « je choisis de ». Je choisis d'aller à cette réunion. C'est vrai que ça change tout. Moi, j'aime bien comparer cette capacité de choix à un muscle. Ah oui, l'analogie du muscle atrophié. Ouais, si on passe ses journées à répéter passivement « je dois faire ci, je dois faire ça », le muscle fond. On le met dans un plâtre et on ne s'en sert plus. C'est tout à fait ça. Mais dès qu'on commence à dire « je choisis de », on retire le plâtre et on réactive un vrai pouvoir invincible. C'est une excellente métaphore. Mais cela soulève une question fondamentale. Si ce pouvoir est si invincible que ça, pourquoi est-ce qu'on l'oublie aussi facilement ? C'est vrai ça, qu'est-ce qui coince dans notre cerveau? Pour comprendre, il faut regarder du côté de la science, et notamment les travaux classiques de Martin Seligman et Steve Mayer. Ça me dit quelque chose.
Ce sont des recherches très connues sur ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Ils ont mené une expérience avec des bergers allemands. Ah oui, l'histoire des chocs électriques. C'est ça. Ils ont placé ces chiens dans un environnement où ils subissaient des chocs électriques intermittents sans aucune possibilité de s'échapper. La barrière était trop haute. Donc ils finissent par juste subir la douleur. Voilà. Ils s'allongent et ils abandonnent. Mais la partie la plus folle de l'expérience, c'est la suite. Quand ils baissent la barrière? Exactement. Les chercheurs abaissent la barrière pour que les chiens puissent facilement s'échapper et aller dans une zone sans danger. Et que se passe-t-il? Eh bien, la plupart des chiens ne l'ont même pas fait. Ils n'ont pas essayé de sauter. Waouh! Ils avaient littéralement appris qu'ils étaient impuissants. Le conditionnement était plus fort que la réalité de la porte ouverte. C'est un vrai moment de prise de conscience, ça. Quand on transpose ça à notre comportement humain, c'est glaçant. Totalement. Goutte après goutte, concession après concession, nous laissons notre pouvoir de décision s'éroder. On s'habitue à la douleur, en gros. Oui, et notre vie devient une simple fonction des choix des autres, ou pire, le résultat de nos propres choix passés qu'on n'ose plus remettre en question. C'est comme si, chaque fois qu'on accepte passivement une situation qui ne nous convient pas, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle d'ailleurs. On reste couché sur le sol électrifié. Exactement. On agit exactement comme ces chiens. On reste du mauvais côté de la barrière alors que la porte est grande ouverte juste devant nous. C'est une image puissante, mais faut quand même nuancer un peu le propos. L'idée n'est pas de se culpabiliser. C'est-à-dire, Eh bien, il faut reconnaître que choisir, c'est réellement difficile. Par définition, dire oui à une chose signifie dire non à plusieurs autres. la fameuse peur de rater quelque chose. Oui, la version à la perte. Chaque choix ferme des portes et psychologiquement, ça provoque un vrai sentiment de perte, de deuil presque. C'est sûr que fermer 49 onglets pour n'en garder qu'un, ça fait mal au cœur. Et pour ne rien arranger, notre environnement quotidien est littéralement conçu pour nous empêcher de dire non. Ah ouais? Tu penses à quoi par exemple? Pense à l'aménagement d'un magasin. Tout est fait pour te pousser à ajouter des choses dans ton panier, pas pour t'aider à choisir l'essentiel. C'est clair. Ou même les algorithmes sur nos téléphones. Absolument. Sans oublier la rhétorique politique, ou même plus subtilement, la pression sociale affectueuse d'un membre de la famille. Genre, allez, viens au repas de dimanche, tu vas pas nous laisser tomber. Exactement. Tout ça conspire pour nous faire oublier que fondamentalement, nous avons le choix de dire non. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On ne peut quand même pas entrer en guerre contre le monde entier à chaque fois qu'on nous demande quelque chose. Non, bien sûr que non. Le but n'est pas de devenir asocial ou de s'isoler, c'est plutôt de développer une discipline émotionnelle. Une discipline émotionnelle. J'aime bien le terme. Il faut la développer pour ne pas capituler face à ces pressions. Célébrer activement notre pouvoir du choix, c'est le remède. C'est ce qui nous permet de cesser de donner implicitement la permission aux autres de gérer notre emploi du temps. Et de gérer notre énergie surtout. Tout à fait. Si tu ne prends pas le volant, quelqu'un d'autre conduira pour toi. Ça nous amène à la conclusion pratique de cette session. L'implication concrète pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on peut, dès aujourd'hui, commencer par changer notre vocabulaire interne. C'est la première petite étape, mais elle est redoutable. Repérer chaque je dois qui nous traverse l'esprit et faire l'effort conscient de le remplacer par je choisis de. C'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle de son propre récit. Et pour prolonger cette réflexion, j'aimerais lancer une idée provocatrice, juste pour méditer un peu. Je t'écoute. Si nous admettons qu'en ce moment même, par notre passivité, quelqu'un d'autre est peut-être en train d'écrire le scénario de nos journées, quelle est la toute première ligne de ce scénario que nous avons le courage de rayer et de réécrire aujourd'hui? Ouf, c'est une sacrée question à se poser. C'est avec ce genre de déclic qu'on peut enfin descendre de ce tapis roulant, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.